Nous continuons, on change complètement de sujet cette fois-ci. On va partir dans l'environnement qui est un nouveau défi majeur. Au-delà de la e-santé, il y a aussi ce lien entre l'homme, les animaux et la nature. Et c'est vrai que la pandémie de Covid-19, elle a révélé encore davantage les liens très forts entre l'environnement et la santé. Il est évident aujourd'hui que la santé publique, elle ne peut plus se focaliser uniquement sur le curatif, certes indispensable, mais elle doit d'urgence intégrer la prévention primaire pour permettre à chacune et à chacun de ne pas tomber malade et de ne pas tomber malade à cause de son environnement. Car cet environnement que nous maltraitons, polluons, exploitons est un facteur de risque croissant, que ce soit en termes de zoonose, mais aussi en termes de maladies chroniques dues aux pollutions. Donc il est primordial de prendre en compte l'environnement dans notre système de santé. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos 3 intervenants. À mes côtés, je suis ravie d'accueillir Emmanuelle Soubeyran. Vous êtes directrice générale de VET AgroSup. Bonjour. La régionale de l'Étape aussi. Et puis, à distance avec nous, nous avons Benjamin Roche. Benjamin Roche est directeur de recherche à l'IRD, spécialiste des interactions environnement-santé. Bonjour Benjamin. Et nous avons également avec nous Yves Lévy. Yves Lévy est professeur émérite en santé publique environnement à l'Université de Paris-Saclay, à la faculté de pharmacie. Alors une première question pour vous, Emmanuelle, juste en petits mots d'introduction. Cette approche environnement-santé, elle est plus que dans l'air actuellement, mais c'est un rapprochement qui n'est pas toujours évident, parce que premièrement, l'environnement, c'est le ministère de la Transition écologique. Les animaux, ils sont un peu partout, ils sont dans les ministères de la Transition écologique, ils sont dans le ministère de l'Agriculture. Le ministère de la Santé, c'est pour la santé humaine. Donc déjà là, on voit qu'il y a un éclatement. Comment on fait pour rapprocher toutes ces dimensions? Alors, en effet, c'est vraiment important d'être sur une approche qu'on appelle One Health, une seule santé en bon français. Et c'est assez évident de dire qu'il y a un lien très fort entre santé animale, santé humaine. Donc les maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme, etc. Et puis, de plus en plus, on s'intéresse à la santé environnementale et les liens, finalement, entre ces 3 santés sont très importants. Notre organisation ministérielle, notre organisation aussi dans l'enseignement, etc., et il est plus en silo. Évidemment, il y a le ministère de l'Agriculture qui s'intéresse aux animaux, le ministère de la Santé qui s'intéresse à l'homme et le ministère de l'Environnement qui s'intéresse à l'environnement. En réalité, ce qui est bien important, c'est qu'on travaille tous ensemble, c'est l'interdisciplinarité, c'est le multi-acteur et c'est ça qui est indispensable et c'est ce qu'on essaye de faire à notre modeste niveau dans l'établissement que je dirige, donc avec AgroSup. Merci pour cette petite introduction. Alors, on part à Montpellier retrouver Benjamin Roche, qui a fait partie du groupe d'experts à avoir présenté un rapport à l'ONU sur le lien entre les pandémies et la santé environnementale. Benjamin, est-ce qu'on peut revenir sur ces mots qui guettent le plus notre environnement et qui sont d'ailleurs déjà responsables de son altération ? Oui, alors quand on parle effectivement des activités humaines, parce que c'est bien de ça dont on parle, qui impactent notre environnement et qui peuvent nous impacter ensuite par ricochet. Alors il y a bien sûr tous les aspects non infectieux, mais dont je ne parlerai pas trop aujourd'hui. Mais il y a évidemment toutes les émergences de ce qu'on appelle les zoonoses, donc ces maladies animales qui peuvent se transmettre à l'homme. Alors, parmi ces atteintes à l'environnement, donc au sein du groupe de travail des Nations Unies sur biodiversité et pandémie, on a essayé d'identifier effectivement ces principaux facteurs qui peuvent, à l'avenir, dans un avenir assez proche, donner lieu à de nouvelles pandémies comme celles qu'on voit aujourd'hui. Alors, ce sont des facteurs qui sont bien connus, c'est la perte de biodiversité, ça va être le commerce de la faune sauvage, ça va être l'urbanisation, la déforestation, l'agriculture intensive. En fait, toutes ces différentes activités, elles ont 2 conséquences qui sont très claires. C'est d'abord une perte de biodiversité. Or, on sait que quand on a une perte de biodiversité, en général, on perd des espèces
qui sont relativement peu enclins à transmettre plusieurs types de microbes et qui, normalement, en l'état naturel, servent de frein. Donc, quand on perd de la biodiversité, on enlève en fait ce frein et donc on a une faune sauvage qui est de plus en plus infectée. Et en même temps, les activités par elles-mêmes nous mettent de plus en plus en contact avec cette faune sauvage qui est elle-même de plus en plus infectée. Donc ça veut dire qu'on a un cocktail absolument parfait qui donne lieu à l'émergence de zoonoses. On le voit aujourd'hui avec le SARS-CoV-2, mais ce sont des processus qu'on voit depuis maintenant des dizaines d'années, qu'on a vu avec la grippe aviaire dite H5N1, qu'on a vu avec le premier SARS-CoV, qu'on a vu avec le MERS-CoV, avec Zika, avec Ebola. Donc c'est un processus qui est à l'œuvre depuis longtemps et on savait qu'au bout d'un moment, il y allait avoir quelque chose qui allait nous échapper et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec le SARS-CoV-2. Donc maintenant, l'idée, c'est d'arriver à comprendre comment faire pour justement réduire ces risques d'émergence de zoonoses. Est-ce qu'aujourd'hui, ces risques sont relativement identifiés d'un point de vue des zoonoses et est-ce qu'on peut les chiffrer, les quantifier ? On sait qu'il y en a certains, effectivement, qui sont particulièrement importants. Alors, un qui est particulièrement important, c'est effectivement le commerce des animaux sauvages. D'ailleurs, l'OMS a publié un compte-rendu il y a quelques jours, justement, pour vraiment mettre en garde contre ce commerce de la faune sauvage. Parce que c'est d'abord quelque chose qui est en pleine expansion. Ça a été multiplié par 5 sur les 15 dernières années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important. Et vraiment, c'est quelque chose c'est un processus qui fait de plus en plus, qui augmente vraiment de façon significative le contact entre cette faune sauvage et les populations humaines. Donc ça, c'est vraiment même au sein du groupe de travail de l'IPBES, on avait identifié effectivement ce processus comme l'un des plus importants et l'un des plus facilement, quelque part, qui puisse être contraint le plus facilement possible. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus profonds, qui ont lieu qui tiennent à la déforestation, mais derrière, il y a bien sûr toute une activité économique, des populations locales qu'il faut prendre en compte. Donc, la première priorité, effectivement, c'était le commerce de la faune sauvage. On commence à avoir des choses qui bougent. Maintenant, il y a tous les autres processus sur lesquels on va essayer de concevoir des stratégies qui allient à la fois la réduction des risques d'émergence de zoonoses, mais qui permet quand même aux populations locales de garder un statut économique suffisant justement pour que ces stratégies puissent être implémentées sur le long terme. On va revenir après sur tous les leviers d'action effectivement qu'on peut envisager, mais une photographie justement du risque aujourd'hui. Quel est-il, ce risque de pandémie, de nouvelles zoonoses? Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer? Quand on regarde un peu, effectivement, il y a eu beaucoup de projets de grande ampleur qui ont eu lieu ces dernières années. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1 700 000 espèces de virus qu'on ne connaît pas, dont entre 500 000 et 800 000 qui peuvent affecter l'espèce humaine. Donc, ça ne veut pas dire qu'on aura 800 000 pandémies, bien sûr, demain. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a que les virus qui peuvent être dangereux. Il y a aussi plein d'autres microbes qui peuvent aussi donner lieu à des épidémies. Donc, on voit aussi qu'on a une accélération très clairement de ces émergences de zoonoses, même à un niveau pandémique. Donc là, c'est plus en fait la connectivité humaine qui joue ce rôle de facteur un peu explosif. Jusqu'au début du XXe siècle, en moyenne, on avait à peu près une pandémie par siècle. Depuis le début du XXe siècle, on en a déjà eu 6. Alors, ça ne tient pas que à la dégradation environnementale, ça tient bien sûr à la connectivité humaine qui est très importante. Mais si on continue business as usual, comme on dit, on n'est pas à l'abri d'avoir effectivement des pandémies tous les 20 ans, 15 ans dans les prochaines années. Donc, il y a vraiment quelque chose à changer de façon assez rapide. Merci, ouais. Je voulais que vous nous donniez quelques chiffres pour avoir un petit peu froid dans le dos, en fait. Quand on entend ce nombre de virus qui peuvent potentiellement causer des pandémies, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Cependant, on est un peu focalisé aujourd'hui sur les risques pandémiques, vu ce qu'on traverse, mais un mal peut-être plus profond et moins éclatant nous guette aussi. Et là, je vais passer la parole au professeur Yves Lévy, concernant le lien entre l'environnement et la santé humaine. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. L'introduction faite précédemment rappelle cette notion très importante d'une seule santé
qui finalement est une notion assez banale, mais qui semblait évidente, mais qui ne l'était pas, et qui, depuis qu'elle a été, je dirais, un peu mise en avant par l'Organisation mondiale de la santé, incite tout le monde à réfléchir au fait que nous ne sommes que des animaux au milieu des autres animaux, et que donc la santé de l'environnement, la santé des animaux et la santé humaine est intimement liée. Et donc, quand on parle de santé environnementale, il ne faut pas confondre avec la santé de l'environnement, ce qui n'est pas la même chose. Quand on parle de santé environnementale, c'est plutôt la santé humaine, donc c'est très anthropocentré, et la santé de l'environnement, c'est ce qui nous entoure. Et en fait, tout ça est lié. Et donc, évidemment, la démographie de l'animal-homme est devenue tellement gigantesque avec tous les bouleversements que l'homme a imposés à sa planète, et là, je vais continuer à vous démoraliser un maximum, c'est-à-dire que l'augmentation exponentielle de la masse humaine sur la planète a amené en même temps une augmentation exponentielle de tous les déchets, de tous les besoins alimentaires, et donc un bouleversement gigantesque, qui fait que toutes nos activités humaines ont généré, surtout depuis les années 50, donc après la Deuxième Guerre mondiale, des progrès de la chimie absolument fabuleux, qui nous ont apporté des choses exceptionnelles qui permettent d'augmenter notre espérance de vie, mais aussi la contrepartie, c'est beaucoup de pollution. Et donc cette pollution chimique est partout autour de nous, partout sur la planète, avec des molécules qu'on a développées, qui sont des molécules parfois extrêmement résistantes, comme ce qu'on a inventé pour mettre par exemple dans les transformateurs électriques, et qu'on trouve partout, et dont on sait maintenant qu'il y a plusieurs effets biologiques. Et donc par exemple, si je prends le cas des perturbateurs endocriniens sur lesquels j'ai développé mon laboratoire il y a 25 ans, ce sont des molécules, des multitudes de molécules qui agissent sur une multitude de cibles qui sont toutes nos hormones. Et donc les hormones régulent l'ensemble du fonctionnement biologique. Et donc que ce soit un animal, que ce soit l'animal humain, on est tous complètement imprégnés. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que cette multitude d'expositions autour de nous, à travers la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des aliments, entre autres, contribue pendant toute notre vie à nous apporter des molécules chimiques qui, à un moment, induisent des effets qui peuvent être des cancers, qui peuvent être des troubles de la reproduction, des maladies cardiovasculaires, des troubles de la croissance. Et c'est ce qu'on intègre aujourd'hui dans des grands programmes qu'on appelle le programme Exposome, qui consiste à mesurer toutes les expositions qu'on reçoit, les mettre en relation avec les maladies qui sont développées pour essayer de trouver les relations les plus évidentes et pouvoir faire de la prévention primaire que vous exposiez tout à l'heure, et qui est donc d'essayer de supprimer les sources et la nature des contaminants pour essayer d'améliorer notre espérance de vie. Quand je vous entends, en fait, j'imagine, je fais le lien entre les deux, entre le discours de Yves Lévy et puis les propos de Benjamin Roche. Et je me dis, l'exposition à tous ces polluants, à tous ces perturbateurs endocriniens, ça va forcément être synonyme de pathologie chronique. Qui dit pathologie chronique dit diminution des défenses immunitaires et donc dit plus grande sensibilité à des pathologies infectieuses. C'est vrai que tout ça, on se dit qu'on a intérêt aujourd'hui à prendre vraiment en compte la santé environnementale, Emmanuelle Soubeyran. Alors oui, c'est indispensable. C'est indispensable aussi de travailler ensemble. Vous parliez tout à l'heure des différents ministères. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué là, parce qu'on a parlé des risques liés aux maladies infectieuses, des risques chimiques par exemple. On pourrait parler de l'antibiorésistance aussi, qui a un lien aussi d'ailleurs avec l'environnement, avec et les animaux, animaux et l'homme. Et en fait, ce qui est vraiment très important aujourd'hui, c'est qu'on travaille et sur la prévention et qu'on travaille collectivement. C'est ce qui se fait de plus en plus. Si je prends la question de l'antibiorésistance par exemple, eh bien, on a une volonté d'avoir des plans d'action quand on parle de l'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire et en médecine humaine qui soient travaillés collectivement. Donc de plus en plus, on est dans cette interdisciplinarité au niveau des ministères, mais ça a aussi alors là, je me place du point de vue en tant que directrice d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc VétaGrossup, on forme des vétérinaires, on forme des ingénieurs agronomes et on forme des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Donc ce que j'entends là, ça m'évoque deux sujets. Le premier, c'est que traditionnellement, on formait beaucoup plus aux risques biologiques qu'aux risques chimiques. Et ça, c'est en train d'évoluer, c'est-à-dire à la fois dans les formations, dans nos formations, que ce soit des ingénieurs agronomes,
des vétérinaires, et ça devrait être la même chose pour les médecins, de plus en plus, on intègre cette question du risque chimique, qui dans le One Health était un peu oubliée, hein, quand même, il faut dire, jusqu'à il y a quelques années. Ça, c'est la première réflexion que je me fais. Et la deuxième, c'est que pour gérer tous ces problèmes, enfin, on le voit là sur le Covid, il faut savoir se parler. Nos décideurs doivent avoir l'habitude de travailler dans l'interdisciplinarité. Et donc, nous, dans nos écoles, notre responsabilité, c'est d'apprendre à nos étudiants l'interdisciplinarité et de former les futurs décideurs de demain à travailler ensemble, à ne pas avoir des œillères. Sur le Covid, par exemple, au début du sujet Covid, eh bien, les laboratoires vétérinaires qui font des tests PCR toute la journée n'étaient pas autorisés à tester, hein, à faire les analyses pour les tests. Il a fallu quelques mois, pour que le gouvernement finisse par autoriser par décret. Dans le monde entier, toutes les écoles vétérinaires faisaient des tests PCR, etc. Donc maintenant, nous le faisons, nous, à Lyon. On est à 150 000 tests, je crois, réalisés depuis le début. Mais donc, c'est important de ne pas travailler en silo. Et pour un établissement comme le nôtre, c'est important d'apprendre aux étudiants à être de très bons vétérinaires, à être de très bons ingénieurs agronomes, mais à être sensibilisés à ces questions d'une seule santé et à être sensibilisés à l'importance de travailler ensemble dans l'interdisciplinarité. Professeur Yves Lévy, êtes-vous d'accord avec ce constat fait par Manuel Soubeyran, comme quoi justement on était peut-être plus sensibilisé aux risques biologiques qu'aux risques chimiques et que finalement tout ça, ça fait un tout aujourd'hui? Absolument. Et alors, je vais même en rajouter encore une couche, c'est-à-dire que l'analyse de la contamination environnementale s'est faite et continue à se faire essentiellement par des analyses chimiques, ce qui est très bien. Et on a fait des progrès considérables dans la chimie analytique ces dernières années qui permettent d'analyser des traces vraiment absolument infimes. On descend à des valeurs de l'ordre du nanogramme par litre dans de l'eau ou moins, ce qui constitue des traces vraiment minuscules. Et donc, finalement, on finit par trouver de tout partout. Et alors, ça fait peur à tout le monde parce qu'on se dit, mais c'est terrible, on analyse les cheveux des députés, on trouve des traces de polluants, on dit, ah, tout le monde va mourir, c'est affreux. Sauf qu'il manque un point qui est l'interprétation biologique de cette exposition aux produits chimiques. Et donc, c'est là où le lien entre la biologie et la chimie devient très important, c'est-à-dire d'être capable, par rapport à cette multitude de produits chimiques qui nous exposent chaque jour et chaque nuit, de pouvoir dire quel va être l'impact biologique sur un individu qui est en train de se développer, un embryon chez un enfant ou autre. Et donc, ça veut dire introduire dans les normes internationales des tests biologiques en parallèle des analyses chimiques. Et ça progresse depuis 5-6 ans, c'est très récent. Toujours cette idée, en fait, qu'on a oublié un peu la biologie. Et donc, je sais que les agros et les vétos sont formés à la biologie, parce qu'évidemment, le vivant est au cœur des études, mais il faudrait aussi que les autres écoles d'ingénieurs soient formées aussi à la notion de biologie, de manière à tout de suite percevoir l'idée que quand on va concevoir quelque chose, que ce soit une technologie ou un développement, la biologie puisse être imprégnée ou puisse être aussi impactée par tout ça. Et si on prenait ça en compte dès le début, ce qui veut dire qu'un certain nombre de décideurs aient cette notion de biologie, on ferait déjà de sacrés progrès. Et aujourd'hui, vous pensez que ce n'est pas encore assez le cas? Alors, c'est les balbutiements d'une formation en biologie, des futurs décideurs, des futurs ingénieurs? Ah oui, bah même pour la santé, enfin, mais même pour l'ensemble des Français. Imaginez que demain, on fasse un enseignement de santé à l'école, comme on a un enseignement de maths, de français ou de musique. C'est-à-dire, je ne demande pas tout le cursus, mais qu'une année avant l'adolescence et après les plus petites classes, donc vers le niveau de la 6e, il y a un cours de santé pour que tous les enfants puissent avoir une notion de ce que c'est qu'un microbe, ce que c'est qu'une maladie, ce que c'est que la prévention, pourquoi fumer n'est pas bon, etc. Et en même temps qu'on intègre la santé environnementale. Ça veut dire qu'on intégrerait de l'intelligence chez tous les enfants pour affronter ces problèmes. Et ensuite, bien entendu, dans l'enseignement supérieur. Donc la France est dotée de plans santé-environnement
depuis 15 ans. Dans chacun de ces plans santé-environnement, il est précisé que l'enseignement supérieur doit être renforcé en matière de santé environnementale dans toutes les formations. Et malheureusement, chaque plan revient tous les 5 ans et ça ne se développe pas beaucoup, excepté peut-être dans les facultés de pharmacie ou en agro, essentiellement en agro. Alors là, on est assez franco-français entre nous. Et Benjamin Roche, j'aimerais que vous nous donniez justement une dimension un petit peu plus internationale, parce que finalement, l'approche, la prévention de l'environnement, c'est un enjeu de santé publique, bien sûr, mais c'est aussi un enjeu de santé publique à l'échelle internationale. Et c'est peut-être là aussi où ça va être difficile. C'est justement de faire embrasser tous ces enjeux de santé publique dans différents pays qui n'ont peut-être pas le même stade de prévention que le nôtre, qui n'ont peut-être pas le même stade de sensibilisation. Comment fait-on ? Oui, alors c'est clair que établir des stratégies de prévention basées vraiment sur l'interaction entre la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine, le faire à une échelle franco-française n'a pas vraiment de sens. On l'a vu là avec la pandémie de Covid-19. On est passé à la détection de quelques dizaines de cas de pneumonie atypique fin décembre en Chine, à la quasi-totalité de la population mondiale en quarantaine à peine 4 mois plus tard. Donc on voit bien que peu importe où ça éclate et qu'est-ce qui éclate, ça peut être quelque chose d'extrêmement explosif et d'extrêmement rapide. Donc une vraie stratégie de prévention ne peut se faire de toute façon qu'à l'échelle internationale. Après, il faut pas croire non plus qu'en France on est si avancé que ça sur ces aspects-là. Il y a d'autres pays, les États-Unis par exemple, où ce sont des concepts qui existent depuis quand même pas mal de temps. Et il y a une intersectorialité qui se fait de façon un peu plus articulée, j'ai envie de dire, avec plus vraiment, enfin c'est pas qu'il y a plus vraiment, mais une meilleure articulation entre médecins, vétérinaires, scientifiques, épidémiologistes. Il y a vraiment une discussion qui se fait de façon beaucoup plus simple, quelque part, aux États-Unis ou même en Angleterre, que ce qu'on peut avoir en France. Après, il y a aussi évidemment des pays où ça se passe beaucoup moins bien qu'en France. Mais moi, de mon point de vue, je rejoins le commentaire de Yves Lévy tout à l'heure sur la formation. Il faut vraiment attaquer la formation à tous les moments de la formation et dans tous les différents types de formation. Il faut que ce soit enseigné en école de médecine, en école de pharmacie, en école vétérinaire, d'agronomie. Aussi, quelque chose qui me paraît important, c'est dans les écoles de haute administration. Qui est un parcours dans la future ExENA serait quelque chose, à mon avis, de particulièrement intéressant pour sensibiliser les futurs décideurs à ce genre de problématiques. Mais ça peut effectivement, et ça doit, je pense, arriver très très tôt dans la formation, dès l'enfance ou l'adolescence, à vraiment être sensibilisé au fait que toutes les différents types de santé sont connectés. On parle beaucoup des risques biologiques infectieux aujourd'hui parce qu'il y a une actualité qui s'y prête, mais effectivement les risques chimiques, les risques de pollution, et puis tout est imbriqué dans une sorte de cercle vicieux. Et vraiment, on arrivera à faire quelque chose de vraiment significatif que lorsqu'on arrivera à comprendre comment faire passer ce cercle vicieux dans un cercle vraiment vertueux. Et je dis pas que c'est simple. Il faut que ce soit vraiment une initiative internationale. Il y a plein d'initiatives internationales aujourd'hui sur cette thématique. Il faut arriver à se coordonner pour vraiment avoir un impact à une échelle très très large. Et Emmanuelle Soubeyran voulait rebondir sur vos propos, Benjamin. Oui, parce qu'en fait, vous avez émis un vœu qui est en train de se réaliser, c'est-à-dire que dans le cadre de la réforme de l'ENA et en particulier de la création de l'Institut de service public et de la création du tronc commun de formation des hauts fonctionnaires, nous avons été impliqués avec AgroSup, par notre école interne, qui est l'École nationale des services vétérinaires, à la construction d'un module qui s'appelle Rapport à la science, dans lequel justement on a introduit cette approche One Health est basée sur des exemples très concrets qui vont être expliqués en fait et mis en œuvre.
Par exemple, on va parler de Lubrizol, on va parler, enfin, vous savez, c'est l'accident qui était intervenu avec des conséquences dans le nord de la France. On va parler de questions de maladies infectieuses émergentes, etc. Et justement, c'est l'idée que tous les hauts fonctionnaires, en fait, qui vont suivre les 13 écoles qui forment les hauts fonctionnaires, eh bien, grâce à ce tronc commun et à ce module en particulier, soient sensibilisés à ces questions. Alors, on voudrait, nous aussi, aller au-delà. Donc, on a créé, il y a quelques années, avec AgroSup, un diplôme d'école qui s'appelle One Health en pratique, et qui, donc, accueille des vétérinaires, des médecins, des juristes, des géographes, des journalistes qui sont intéressés par le sujet et qui, avec des exemples encore très concrets, fait toucher du doigt ce que c'est que le One Health. Et ce diplôme, on voudrait le transformer en un cycle des hautes études Global Health ou One Health, peu importe le terme et qui puisse être proposé un peu sur la forme du cycle peut-être certains connaissent l'IHEDN, à l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est un cycle qui est proposé à tous les hauts fonctionnaires en poste. Et l'idée, c'est de bien sensibiliser tous les décideurs publics, encore une fois, à cette approche globale des questions de santé. Alors là, je pense qu'on vient déjà de bien balayer ce qui concerne la formation. Ensuite, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, donc l'interdisciplinarité, avec peut-être le hub VPH aussi, dont on peut parler. Emmanuelle Soubeyran, est-ce que vous pouvez nous en... Oui, alors je crois qu'il a déjà été évoqué peut-être ce matin. Rapidement. Donc, effectivement, au-delà de l'interdisciplinarité, il y a aussi la question du multi-acteur. C'est-à-dire que sur tous les sujets qu'on a évoqués, il y a des gestionnaires publics, il y a des gestionnaires privés, et c'est des questions qui ne peuvent se gérer que par une politique multi-acteur. Donc c'est vrai qu'à Lyon, on a créé l'année dernière, on a inauguré l'année dernière, il y a en janvier. Donc juste avant que la pandémie ne prenne de l'ampleur, une initiative, donc ce qu'on a appelé le Hub VPH pour Veterinary Public Health, donc santé publique vétérinaire, qui a regroupé des acteurs publics et des acteurs privés. Donc les acteurs publics, c'est les collectivités, la métropole, la région, les agences aussi, comme la DERLI. Et puis des acteurs privés, donc Boehringer Ingelheim, Institut Mérieux, des acteurs de pôles de compétitivité comme Lyon Biopôle, aussi BioAster, et puis des acteurs académiques, donc l'Université de Lyon, en particulier Lyon 1, l'Université Claude Bernard, et puis VetAgroSup. Et l'idée, c'est de tous se rassembler, d'être dans une dynamique avec comme objectif de faire en sorte de mettre en avant et de communiquer autour de ces questions de santé publique vétérinaire très liées au One Health. Les définitions, on peut jouer sur les mots, mais on n'est vraiment pas loin. Et de travailler ensemble à animer une communauté scientifique, à développer des actions de recherche, des actions de formation de type master international, développer aussi l'attractivité de Lyon et de la région pour des entreprises innovantes dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de développer aussi la formation professionnelle. Donc une des premières actions, ça a été la concrétisation par une chaire en santé publique vétérinaire, une chaire industrielle avec Boehringer Ingelheim, avec le CNRS, avec Lyon 1, avec VetAgroSup, avec l'Université de Lyon. Donc pour développer la recherche dans le domaine de la modélisation. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir des outils d'aide à la décision pour les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, autour des maladies infectieuses. Et puis de créer de la formation, donc formation courte, internationale, et formation longue de type master, pour faire en sorte que Lyon devienne ou continue à être une référence dans ce domaine de la santé publique vétérinaire, du One Health.
C'est vraiment important, je pense. C'est pareil quand on travaille sur la réduction de l'usage des antibiotiques ou la réduction de l'usage des produits phytosanitaires en agriculture. C'est important qu'il y ait une action commune, publique-privée, pour obtenir des résultats. Mmh. Ouais. Quels sont aujourd'hui, Benjamin Roche, les leviers d'action que l'on peut mettre en place justement pour avoir une action préventive sur l'environnement, sur la santé environnementale? Alors, je pense qu'il y a effectivement différents points si on se focalise vraiment sur, encore une fois, sur l'émergence des maladies infectieuses, des zoonoses. Il y a quelques pistes qui commencent à être dessinées. D'abord, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est mal connu parce que ça a été relativement peu étudié. Et là, peut-être j'exprimerai un léger désaccord avec ce que vient de dire Emmanuel sur comment dire, la traduction parfaite santé publique vétérinaire et One Health. Je pense qu'il y a aussi des aspects One Health qui sont sur des maladies qui ne sont pas vétérinaires et des aspects One Health sur des maladies purement humaines de type paludisme ou dengue, pour parler que de celles que je connais un petit peu. Mais je comprends l'idée d'intersectorialité et je m'y inscris complètement dedans. Mais il y a vraiment, je pense, cette nécessité de mieux comprendre justement ces facteurs d'émergence, de comprendre pourquoi certaines maladies animales sortent justement du compartiment animal, commencent à toucher les animaux domestiques, commencent à toucher les populations humaines, que ce soit parce que ces maladies, ces microbes se transmettent plus dans les espèces animales, ou parce qu'il y a certaines activités qui font que les populations humaines sont plus en contact avec les populations animales. Donc ça, c'est déjà rien que d'un point de vue recherche, ce sont des choses qui vraiment nécessitent d'être vraiment approfondies pour être mieux comprises. Et ensuite, effectivement, la réduction, les leviers d'action vont être principalement basés sur des gestions d'écosystèmes de façon à les rendre résilients à ces émergences de zoonoses. Alors, ce genre d'approche, on en est vraiment au tout début. Jusqu'à maintenant, pour les émergences de maladies infectieuses, ce qu'on faisait, c'est qu'on se préparait sur qu'est-ce qui se passe quand ça émerge chez l'homme. On essaie de comprendre comment développer rapidement des vaccins, comment développer rapidement des thérapies, essayer d'identifier la menace la plus rapidement possible. Jusqu'à maintenant, ça n'avait pas trop mal marché, donc il n'y avait pas de raison de faire autrement. Aujourd'hui, on voit que peut y avoir des trous dans la raquette, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment besoin d'agir en amont, donc de mieux comprendre comment réduire cette interface entre l'animal et l'homme sans pénaliser complètement non plus les activités économiques qui y sont liées, et comment aussi réduire la transmission, la circulation de ces microbes chez les populations animales. Là encore, en essayant de ne pas trop impacter les activités économiques. Parce que quelque chose qui est très important, c'est que ces activités humaines qui impactent nos écosystèmes et augmentent la probabilité d'émergence, ce sont des activités qui principalement se passent dans les pays du Sud. Donc, moi, je suis directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, qui est bien sûr basé dans les pays du Sud. Donc, principalement à des revenus moyens ou limités. Donc, on ne peut pas imaginer d'implémenter des stratégies de prévention sans vraiment que ce soit adopté par les populations locales, qui vont être les premières d'ailleurs à subir de plein fouet ces émergences de maladies. Donc il y a vraiment aussi tout un dialogue science-société à construire. Jusqu'à maintenant, les scientifiques, on s'est beaucoup focalisé sur essayer de comprendre comment ce système marchait, comment faire pour réduire. Mais on voit en fait, et on l'a vu aussi avec les vaccinations, avec plein d'autres choses, que comprendre comment d'un point de vue scientifique ça marche, c'est pas suffisant, il faut savoir comment l'appliquer vraiment sur le terrain. Et là, il y a tout un champ plus sur les sciences humaines et sociales, sur les sciences politiques, sur les sciences de gestion, qui jusqu'à maintenant a été assez ignoré, ou en tout cas pas assez considéré. Et il faut vraiment maintenant arriver à se tourner là-dessus pour vraiment faire une interface, un dialogue science-société qui manque aujourd'hui dans cet aspect One Health.
Merci Benjamin. Yves Lévy, est-ce que je peux vous laisser rebondir aussi par rapport au levier d'action dans une stratégie de prévention que l'on peut mettre en place? En fait, de tout ce qu'on vient de dire, on voit bien qu'il y a une dimension planétaire. Si on parle par exemple de ces grandes pandémies, si on parle du changement climatique, si on parle de la pollution chimique globale, c'est la planète complète. Donc ça veut dire que si la France réagit seule, elle ne fera pas grand-chose au milieu, elle fera un petit peu, mais pas grand-chose par rapport à la masse globale. Et puis en ce moment, expliquer à des pays en développement qu'il faut réduire la pollution chimique qui pulvérise partout sur la planète, ce n'est pas leur préoccupation, comme ce n'était pas notre préoccupation en France dans les années 70. La croissance avant tout et le bien-être des populations, et puis ensuite on verra l'environnement. Donc on a ces dimensions planétaires, puis après on descend à l'échelle, on arrive au niveau européen par exemple, qui est international aussi, et là on voit, pour être un peu positif, que la politique européenne par exemple en matière de prévention de la pollution des eaux a fait faire de très grands progrès depuis les 20-25 dernières années. Et heureusement qu'il y a cette politique européenne qui impose aux États quelque chose qui ne se ferait pas s'il n'y avait pas cette pression européenne. De même, pour la mise sur le marché des produits chimiques, il y a le programme REACH européen qui fait un test qui oblige à faire des tests pour l'évaluation de la toxicité des produits avant leur mise sur le marché. Donc ça, c'est une dimension européenne. Puis après, on descend en échelle au niveau national, puis au niveau de la ville. Et donc, c'est toutes ces déclinaisons qui doivent se faire. Et ça veut dire qu'on a une rencontre entre les décideurs et les citoyens, qui, heureusement, dans la démocratie, se fait par le bulletin de vote, qui fait qu'en fait, les gens doivent prendre conscience de ces thèmes, mais aussi une conscience intelligente, c'est-à-dire connaître la perception des risques et l'acceptabilité des risques, tout en sachant qu'il peut y avoir des imprécisions. Quand on dit, par exemple, on ne sait pas bien, les scientifiques ne savent pas bien répondre, il y a des gens qui vont dire, ces scientifiques, ils ne servent à rien, d'autres qui vont dire, on nous cache tout et on va rentrer dans la théorie du complot, alors qu'en fait, tout bêtement, la science internationale, aujourd'hui, n'a pas tous les éléments suffisants pour amener une réglementation. Vous parliez du Brizol tout à l'heure. Du Brizol, et la communication qui a été faite juste après l'incendie a été nullissime en France. Les autorités ont raconté des trucs mais qui tenaient pas le coup, en expliquant aux gens, non, mais il n'y a rien à craindre, vous voyez ce grand panache noir, là, tout ça, c'est pas dangereux. C'était faux. Mais d'un autre côté, il ne fallait pas non plus expliquer aux gens que c'était monstrueusement dangereux et qu'on allait tous mourir en dessous. C'est pas vrai. Donc, il y a un côté franchise et objectivité de l'information à transmettre à des gens qui ont reçu une formation suffisante dès l'école pour comprendre intelligemment ce qu'on explique. Et éviter au milieu de tout ça ces théories du complot, ces espèces de grands titres qu'on fait dans les médias qui font partir dans tous les sens et qui font peur à tout le monde, peur envers la technologie, peur envers des nouveaux développements. Donc, c'est toute cette logique-là à mettre en œuvre de manière à ce que chaque citoyen puisse comprendre correctement qu'il existe un problème, que ce problème est en cours d'étude ou ne l'est pas, et que derrière, la science ne peut pas répondre en 5 minutes et qu'il lui faut du temps pour faire des études, et qu'ensuite la communication viendra pour améliorer les choses. Et donc, à côté de tout ça, il y a une politique de mise en œuvre de prévention sur les grands thèmes. Regardez par exemple la pollution de l'environnement par les nitrates. Ça fait 35 ans, 40 ans qu'on les connaît en France. On connaît l'origine, on connaît tout. On sait exactement ce qu'il faudrait faire pour réduire les déversements de nitrates dans les champs. Et pourtant, c'est toujours pareil. Et ça continue à s'aggraver. Donc après, quand on parle des micro-traces de polluants dans l'environnement, il faut malheureusement être un petit peu réaliste, c'est qu'on n'a déjà même pas réglé des très gros problèmes. Donc, c'est toutes ces constructions-là qui doivent se faire, et au milieu de toute cette complexité énorme, il y a quand même eu des gros progrès de fait depuis les 15-20 dernières années, où on a rattrapé quand même pas mal les pays anglo-saxons, et puis nos voisins allemands et hollandais sur ce thème. Merci. Emmanuel, vous vouliez rebondir peut-être sur les propos d'Yves Oui, Lévy? rebondir sur ce qui a été dit sur les sciences humaines et sociales, et donc ce qu'a dit M. Roche, et puis qui rebondit sur ce que disait M. Lévy, c'est-à-dire on a besoin effectivement, au-delà des sciences biologiques, on a besoin des sciences humaines et sociales. C'est pas tout savoir ce qu'il faut faire. La question, c'est de savoir faire agir
les acteurs dans le sens qui va bien. Et c'est pas toujours facile, en fait. Voilà, j'ai eu l'expérimenter sur certains plans dont je me suis occupée. Il y a des plans qui marchent bien, puis il y en a qui marchent pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'alors qu'on sait ce qu'il faut faire, eh ben, on n'arrive pas à faire passer le message? Donc la question de comment on communique, comment on incite les gens à agir, hein, c'est vraiment des éléments sur lesquels il faut vraiment travailler, et il y a sûrement des activités de recherche à mener sur les transitions, c'est-à-dire comment on rentre dans les transitions. Et puis un autre point sur lequel je voulais réagir, qui est aussi sur la question de comment on est au niveau international, parce qu'on a vu qu'effectivement c'était pas raisonnable d'imaginer gérer pays par pays ces questions, même si voilà, on a un certain degré d'action possible au niveau de son pays. Je pense qu'il y a plusieurs choses, en tout cas dans le domaine que je connais bien, qui me marquent. Quand on va en Afrique de l'Ouest, par exemple, et qu'on voit que il y a pratiquement pas de vétérinaires, donc il n'y a pratiquement pas de paravétérinaires, donc in fine, il n'y a quasiment pas de surveillance des troupeaux, par exemple. On se dit qu'il y a un sujet, qu'il y a très peu, enfin, il n'y a pas de réglementation sur l'usage des antibiotiques qui sont en vente libre. C'est sûr qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut en France. Donc on a aussi, je pense, une responsabilité, c'est ce que font un certain nombre d'organismes, à pouvoir être dans ce qu'on appelle le capacity building, hein, aller aider un certain nombre de pays à mettre en place les systèmes finalement de surveillance. Et qui sont les organisations responsables dans ce cas-là? Alors à qui ça revient? En fait, il y a différentes structures qui interviennent. Hein. Enfin, je sais que nous, à notre modeste niveau, hein, avec France Vétérinaire International, on intervient pour aider un certain nombre de pays. Là, par exemple, VétaGrossup, on est sur un programme aujourd'hui qui est financé par le Fleming Fund pour former et des vétérinaires et des médecins ensemble à la question de l'antibiorésistance. Donc on travaille avec la Fondation Mérieux, on travaille avec les hospices civils, enfin Paris, avec les hôpitaux de Paris, et voilà, c'est un exemple de programme hein, qui peut exister, mais qui, me semble-t-il, sont importants aussi. Et je pense qu'on a une certaine responsabilité et on y a un certain intérêt de toute façon. Là, vous avez parlé des réseaux de surveillance, aussi de l'importance des réseaux de surveillance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a renforcé, que ce soit dans le cadre du risque émergent de pandémie ou du risque de pollution chimique? Yves Lévy, est-ce que les réseaux de surveillance aujourd'hui sont efficients? Oui, on en a pas mal quand même. Ils ne sont jamais forcément suffisants. Mais on surveille par exemple la radioactivité, on surveille la pollution des coquillages sur les côtes. Donc il y a quand même un certain nombre de programmes assez bien développés de surveillance, mais ils sont jamais assez complets. Donc il y a forcément des progrès à faire, mais je dirais qu'on n'est pas parmi les plus honteux actuellement. Benjamin Roche, sur cette notion de réseau de surveillance. Oui, je pense que c'est... Alors d'abord, en termes de à qui ça revient, il y a quand même un point qui est important, c'est que jusqu'à maintenant, effectivement, ces émergences de zoonoses tombaient dans une espèce de trou noir un petit peu institutionnel, parce que tant que c'était une maladie animale, ça dépendait de l'OIE, si c'était lié à l'agriculture, ça dépendait de la FAO, quand ça commençait à toucher l'homme, c'était l'OMS. Mais tout ça est lié à l'environnement qui, lui, est géré par l'UNEP. Donc, on voyait que c'était un peu le rôle de tout le monde, mais le rôle de personne à la fois. Et donc là, il y a la Tripartite Plus, donc c'est ces 4 institutions qui ont décidé de créer un comité d'experts de haut niveau, One Health, où là, l'idée, effectivement, est de conseiller tous les gouvernements du monde entier qui dépendent des Nations Unies sur, justement, les différentes priorités de recherche et d'opérationnalisation sur les approches One Health. Donc ça, c'est un pas en avant sur à qui ça revient. Maintenant, après, c'est comment on le fait. Effectivement, il y a des réseaux de surveillance qui sont extrêmement hétérogènes. En Europe, il y a un réseau de surveillance qui est quand même relativement performant.
En Asie, pour diverses raisons aussi, c'est des choses qui se sont beaucoup améliorées ces dernières années. En Afrique et dans l'Amérique latine, ce sont des choses qui sont encore, qui ont vraiment besoin d'être améliorées. Et il y a plusieurs grandes initiatives qui commencent justement à s'intéresser à ces sujets-là. Il y en a une en particulier donc qui s'appelle Présode, qui est gérée par, qui est préparée pardon par INRAE Sierra d'IRD, qui a pour vocation justement, entre autres, d'améliorer ces réseaux de surveillance épidémiologique un peu partout dans le monde, afin de pouvoir faire des détections précoces et de pouvoir du coup répondre de façon beaucoup plus rapide, ce qui est vraiment un point crucial dans le contrôle de ces émergences. Merci bien. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. Je voudrais faire un dernier petit tour de piste avec vous trois. On voit que l'environnement, c'est vraiment un défi majeur aujourd'hui qu'il va falloir embrasser à différents niveaux et que beaucoup de professionnels, beaucoup de secteurs s'y mettent. S'il y avait peut-être une action ou un état d'esprit aujourd'hui à avoir pour prendre en compte la santé environnementale, quel serait-il? Quelle serait, à votre avis, la première chose à mettre en place? Benjamin Roche. Hop là, pardon. Oui, non, la première chose en place, bon, c'est sûrement mon côté chercheur qui va parler, mais effectivement, c'est d'arriver à améliorer nos connaissances sur ces liens qu'il y a. Il y a aussi, faut le dire, un cloisonnement qui est quand même encore fort. On parlait d'interdisciplinarité. Il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est l'intersectorialité. Donc, c'est bien qu'il y ait plusieurs disciplines qui travaillent en même temps, mais il faut aussi que les différents secteurs, aussi bien médicaux, vétérinaires, de recherche, les ONG, les autorités, etc., travaillent ensemble et que ce soit basé sur, j'entendais Jean-François Delfrécy tout à l'heure, pour vraiment que ces décisions-là soient basées sur de la science et de la science de qualité, parce que c'est ça qui doit in fine être le déclencheur des bonnes décisions. Donc, j'ai du mal à dire qu'une seule chose, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment l'amélioration de nos connaissances, la recherche, et que cette recherche puisse être communiquée de façon intersectorielle. Yves Lévy, un levier d'action que vous identifiez, le principal de votre point de vue à activer? En tant qu'enseignant-chercheur, et je vais être logique avec ce que je disais tout à l'heure, c'est l'intelligence, c'est-à-dire en gros, rendre les gens intelligents dès l'école, ça veut dire un enseignement de santé incluant la santé environnementale à l'école, puis ensuite dans l'enseignement supérieur, y compris vers ceux qui vont être les décideurs, mais ne pas parler qu'aux décideurs, parce qu'on sait que derrière, il y aura des lobbies, forcément, les lobbies existent aujourd'hui, ils sont très importants, il faut que les contre-lobbies aient en même temps un langage aussi intelligent pour que les gens comprennent par rapport à la multitude d'informations qui sont dispersées chaque jour. Donc, pour comprendre, quand on a une opposition entre un lobby et un contre-lobby, il faut pouvoir juger entre les deux. Et donc, pour ça, il faut avoir le bagage nécessaire. Et ça, il faut que tout le monde puisse l'avoir. Et puis, évidemment, la recherche, ça, c'est absolument indispensable. Je parlais des perturbateurs endocriniens aujourd'hui, tout à l'heure. C'est une thématique tellement diversifiée, importante, ayant une implication tellement globale sur le métabolisme de tous les animaux vivants, et les végétaux d'ailleurs aussi, indirectement, qu'il faut se donner une dimension de recherche à l'image de cette ampleur. Aujourd'hui, on a des équipes qui travaillent, mais ça reste encore très, très limité, avec des tout petits budgets, et donc on ne donne pas l'ampleur nécessaire à la recherche d'un sujet aussi important. Merci Yves Lévy. Emmanuel, pour conclure, la recherche, la formation, rendre les gens intelligents. Finalement, il faut casser les silos dans tous les domaines. Hein, dans la recherche, c'est pas si facile non plus. Dans la formation, créer des ponts. Créer des ponts, ouvrir les yeux de nos étudiants, qu'ils aient un regard à 360, comme on dit. Et puis, moi, je suis peut-être quand même... Je me dis que dans le futur PIA 4, donc Programme d'investissement d'avenir, il y en a quand même un certain nombre de projets qui vont dans ce sens, ce qu'on appelle les PEPR, pour les initiés, que ce soit maladies infectieuses émergentes ou Présode. Et j'espère qu'à travers ces projets, on va pouvoir faire avancer les sujets.
Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur cette thématique de l'environnement qui nous interpelle tous aujourd'hui, qui n'a jamais été autant d'actualité qu'en ce moment, que depuis que la crise sanitaire est venue nous bousculer. Merci beaucoup. Merci.